commence cette émission. On a le plaisir d'accueillir Stéphane Candler. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, c'est par la mer que votre famille est arrivée il y a une trentaine d'années dans le Languedoc, hein, racontez-nous. Oui, absolument. On était une famille franco-allemande. Ouais. Donc déjà, on a un parcours particulier. Et on est tombé amoureux des Corbières. Et on est arrivé par bateau dans cette région. Et puis finalement, on s'est enfoncé dans les terres. Et mes parents ont acheté donc des terres. Et puis ils ont construit le domaine. Vous êtes où aujourd'hui, là, géographiquement ? Alors aujourd'hui, ça se trouve entre Narbonne et Carcassonne, sur une commune qui s'appelle Roubiat. Voilà, qui faisait du vin il y a déjà 2000 ans. Et vous avez combien d'hectares au total aujourd'hui ? Là, on a 15 hectares. 15 hectares. Laure ? Comment est-ce qu'on arrive en bateau jusque-là depuis l'Allemagne, dans le canal du Midi, quoi. Et depuis l'Allemagne, quel parcours Alors il y a une histoire un peu plus compliquée que ça. Oui, voilà. J'imagine. En fait, on est arrivé d'Allemagne, on s'est installé à Toulouse d'abord. Enfin, mes parents sont installés à Toulouse, et puis de là, on a commencé à naviguer pas mal dans le coin. Et c'est comme ça qu'on est, j'allais dire, arrivé. On n'a pas été débarqué. Oui, parce que d'abord, vous avez un métier de navigateur, c'est ça ? Voilà, exactement. Dans la famille, on faisait du bateau depuis des années, puis que je suis tout petit en fait. Voilà. Et donc ça a été l'occasion de mélanger. Mais naviguer autour de Toulouse, c'est toujours le canal du Midi ou la Garonne. Absolument. Hein. Mais non, on avait un bateau en Atlantique, et puis on est venu s'installer en Méditerranée. Voilà, aussi. Et vous êtes toujours en bateau ou pas ? Oui, absolument. Il est amarré où ? Alors je suis en fait dans la compétition de voile, moi. Donc j'ai les bateaux qui font je fais l'America's Cup et puis CLGP qui est la compétition internationale. Ah bah d'accord, de voile. vous êtes plus marin que vigneron en fait. Vous avez toujours votre société d'import-export de voilier de course. Tout à fait, absolument. Alors, donc vous avez une double bille. Ah ben j'en ai même une triple, parce que j'ai un autre domaine aussi en Côte-du-Rhône. Voilà. À Châteauneuf-du-Pape, c'est ça ? À côté. Donc j'aimerais bien à Châteauneuf-du-Pape. Et avec Cup, vous avez gagné ou pas ? Parce qu'on n'a pas entendu ça sur Sud Radio. Non, on n'a pas gagné, mais on y travaille. Ah, c'est vrai. On va la gagner un peu, parce que moi je me souviens à l'époque, là, pour les plus vieux, la Pajot qui était à 7, qui préparait. Enfin, tout le monde perd, quoi. C'est dramatique, non ? Mais moi je faisais mes études à l'époque à 7, à côté de 7 à Montpellier. Et du coup, j'ai eu l'occasion de naviguer dans cette base, et c'est ce qui m'a fait rêver. Mais pourquoi on ne gagne pas ? Qu'est-ce qui nous manque là ? On est un peu loin du vin, mais on va quand même terminer sur la casquette. Est-ce que c'est une pure question de pognon ? Non, pas seulement. Il faut partir en même temps que les autres. Voilà, c'est ça le plus important. La France, c'est un pays qui a beaucoup de moyens, et donc qui a des moyens. De moins en moins, mon pauvre monsieur. Oui, si la Nouvelle-Zélande peut gagner, la France peut gagner. Absolument, c'est la bonne réponse. Et donc, comme on dit toujours qu'on est les meilleurs, il va falloir le prouver. Bon, allez, Laure, on revient au domaine du vin. Alors justement, est-ce qu'il y a des caves dans vos voiliers ? Alors non, ce sont des voiliers qui malheureusement rentrent au port tous les soirs. C'est plutôt des avions d'ailleurs maintenant, puisqu'ils volent, ils sont pas seulement en train de naviguer. Donc c'est ça qui est particulier. Bon, on revient sur le vin là ou pas alors là ? Justement, c'était une transition parce que la cave. Excellente transition, oui. Et donc là, vous avez fini les vendanges. Vous faites tous les domaines en même temps. Vous parcourez du Languedoc au Rhône. Comment est-ce que vous absolument. Il y a 2 heures de différence entre les deux, et en fait d'écart entre Avignon et Roubiat. Et je me partage un petit peu entre les deux. Bon, j'ai des gens qui travaillent avec moi évidemment, mais justement c'était un challenge comme pour tout le reste, d'avoir des cépages qui sont relativement similaires, mais des météos et des terroirs différents. Et du coup, c'était pour moi un challenge quand j'ai décidé de racheter ce deuxième domaine. C'était justement pouvoir comparer un peu en ayant le même savoir-faire. Et vous avez acheté ce deuxième domaine parce que pour ouvrir la distribution, quelle était l'idée ? La motivation. Le but, c'était, en fait, je faisais beaucoup d'exports avec le petit domaine familial de 15 hectares, et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande des importateurs pour d'autres vins, d'autres régions. Parfois, j'envoyais les gens chez des copains vignerons, et finalement, on se rend compte qu'on peut le faire soi-même. Et donc, le challenge de production sur un terroir différent m'attirait beaucoup. Et du coup, je me suis lancé. Quelles appellations vous avez sur les 2 domaines ? Alors, on est en Côte-du-Rhône, village Gadagne sur le domaine des Pantelines, en Rhône, et c'est en Minervois au château Touril. Ça veut dire que ça permet de produire Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône village. Absolument, Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône village et Côte-du-Rhône en plus, et tout est en bio. Voilà, ça c'est un engagement fort aussi de marin. Et Minervois, c'est pur Minervois, il n'y a pas la lévinière dedans. Non, on n'est pas dans le cru classé effectivement de la lévinière. Vous avez été protégé par les feux de l'été ? Ah oui. Ouais, nous ça a été. Alors on a eu beaucoup de chance que le Minervois était moins touché. Pourtant on est presque plus sec que parfois à certains endroits, mais oui, on a eu de la chance. Donc ça c'est effectivement, c'était dur à voir, parce que la maison familiale elle est dans les Corbières, donc on s'est passé pas loin.
C'est bon. Et donc ce sont 2 domaines qui font à peu près la même superficie. Comment... Non, j'ai un domaine qui fait 24 hectares, domaine des Pantelines, et Château Touril qui fait 15 hectares. Et les 2 en bio. Et alors, combien de personnes travaillent sur les 2 domaines Alors, on est 5 à travailler sur 40 hectares. Ouais. Donc, ce qui n'est pas énorme. Hein, non, c'est de la performance. Ouais, c'est de la performance. Donc, vous vendangez peut-être aussi à la machine? Alors, on vendange une partie en machine sur le domaine des Pantelines parce qu'en fait, il est beaucoup plus grand. Et il y a toujours une partie à la main puisqu'on a des vieux cépages qui ont plus de 80 ans, des vieux grenaches. Et on a des vieux carignans sur le Château Touril. David Cobold, ça donne quoi des grenaches âgés ou des carignans de plus de 80 ans D'abord, est-ce que c'est parce que c'est forcément vieux, c'est bon? On peut poser la même question sur un être humain. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est très intelligent et très bon. Il y a des vieux cons et des jeunes cons. Oui, quelques noms peut-être de vieux cons, de jeunes cons. Moi, par exemple. Oh non, David, vous êtes formidable. On vous aime, vous, David. C'est différent, on vous aime. Non, mais le principe de base, le présupposé de base est que la vigne, avec de l'âge, si elle a été bien traitée, si elle n'est pas malade, si elle n'est pas morte, évidemment, plonge ses racines un peu plus loin, donc a davantage de résistance, soit à trop d'eau, soit à pas assez d'eau. Donc elle peut drainer plus loin dans le sol. Elle a une meilleure stabilité, peut-être un meilleur ancrage. Mais c'est pas évitable, enfin c'est pas inévitable plutôt. Je me souviens très bien d'avoir visité le domaine quand il a été racheté par Olivier de Selle. Il a acheté le mas à miel et je me promenais dans les vignobles avec lui et je voyais des vieux pieds. Il dit ouais, Olivier, ça doit faire des choses magnifiques. Il s'est penché sur un pied de vigne, le truc s'est couché tout de suite parce que la terre a été maltraitée, arrosée de saloperies. Il y a un peu de tramontane aussi dans le coin. Hein. Non, mais il n'y avait pas d'ancrage dans le sol du tout. Les racines étaient tous superficielles. Et vous, Stéphane, donc ça c'est le principe. Et alors, la question est aussi économique, c'est-à-dire que ça produit moins, supposément mieux. La question, est-ce qu'on peut valoriser par un prix plus élevé? Parce que quand vous voyez vieille vigne sur une bouteille d'étiquette, vous pouvez être sûr d'une chose, que la bouteille sera plus chère que si ce n'était pas marqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Alors, la question des vieilles vignes, en plus, c'est à quel âge, comment on est vieux. Oui. Ça, c'est aussi un débat. Parce qu'il n'y a aucune législation en France sur la mention. Absolument. Parfois, à 25 ans, un vigneron nous dit que c'est une vieille vigne, alors que c'est un adolescent. En Afrique du Sud, c'est légiféré, c'est 35 ans minimum. Et en Australie, on va plus loin. À Barossa, on va jusqu'à 125, 150 ans pour les vignes ancestrales. Et vous faites quoi, des monocépages ou en assemblage? Alors, on fait surtout des assemblages pour rester dans l'appellation. Ça, c'est la contrainte. Et puis, de temps en temps, on s'amuse. On essaye de faire des choses un peu plus des vins de garage, des 100% Syrah. Voilà, donc ils sont. Et il y a un potentiel de garde sur ces vins? Oui, absolument. Donc, on est. Moi, j'ai été élevé par un grand-père vigneron aussi en Loire. En Loire? Ouais, qui était aussi collectionneur par ailleurs. Et donc, j'ai toujours été élevé en fait avec des vins qui se gardaient. Et quand je suis arrivé dans le vignoble, c'est un petit peu ce que j'ai cherché à faire. Donc, j'ai des millésimes qui remontent jusqu'à 2008. Et c'est assez amusant. Et c'est encore bien, ça tient bien, ouais, 2008 c'est bien. aujourd'hui. Alors après, c'est toujours pareil. C'est une question de goût. goût. Fondu peut-être. Hein. Ouais, c'est assez fondu. Alors parfois, on a le sentiment d'être comme dans une vieille église. Mais donc, encore une fois, c'est une question de choix. Ouais, c'est vrai ça. Et le rosé, chez vous? Ouais, alors on fait du rosé pas en Côte-du-Rhône, on fait uniquement du rosé sur Château Touril en Minervois, parce que le Languedoc s'y prête mieux, c'est plus facile. Donc sachant que maintenant presque tout le monde fait du rosé. Ouais, en pourcentage, vous faites quoi? 20% de rosé? Ouais, on fait 15% de rosé et le reste c'est du rouge. Ah, on fait du blanc aussi. Et le blanc est comment? Parce que souvent quand il est bien avec une belle exposition, il a vraiment beaucoup de caractère et beaucoup de charme. Ouais, alors ça c'est pareil, les blancs, encore une fois, l'atavisme familial de Loire a fait qu'on veut toujours, on fait du blanc, ils nous replantent pas mal de blancs. Roussanne, Marsanne, Clairette, et on essaye de faire des assemblages pour faire des vins en fait assez ronds et qui se situent entre le chardonnay classique que les gens connaissent et le sauvignon blanc, qui est avec son acidité, voilà, qui sont les cépages un peu, je dirais, les plus connus du grand public, et puis le chenin qui monte, mais du coup dans le sud, on a moins l'habitude. Combien ça coûte pour terminer? Ça va de combien à combien la gamme? Alors nous on a des vins qui vont de 8 jusqu'à 20 euros TTC. Ouais, c'est super raisonnable quand même, ça à découvrir. Vous avez un site internet ou deux sites d'ailleurs peut-être pour prendre enseignement? Oui, on a un site qui s'appelle vignoble-candler au pluriel.fr. Et là on trouve l'ensemble. L'ensemble des vins. Merci beaucoup Stéphane, ça donne envie de venir vous voir également. Merci beaucoup Laure Gasparotto et David Cobold. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino.